Alors, je passe assez rapidement aujourd'hui sur les fiches de phonétique et de lexique. C'est des phénomènes qu'on verra assez rapidement et je vous laisse après le temps pour réfléchir sur ce qu'on verra. La première partie de, du côté phonétique, c'est seulement la confirmation, disons, de quelques phénomènes qu'on a déjà vus s'affirmer au 19e siècle, notamment, par exemple, la disparition de la distinction entre les deux A, c'est-à-dire la longueur et la qualité des A. Par exemple, la distinction entre le A long de pâte et le A court de pâte, euh, qui s'estompe de plus en plus en France, mais pas encore en Suisse, comme je vous avais déjà dit dans la dernière séance. Autre chose, c'est le rapprochement de la prononciation euh, du U nasal, pratiquement, et qui se rapproche de plus en plus à la prononciation de I nasal. Cela fait partie d'un parcours qu'on a déjà vu dans les séances précédentes, dans laquelle il y a une évolution, transformation et confusion de plus en plus importante entre les différentes nasalisations, ce qui amènera probablement à une évolution encore plus poussée euh, dans le futur. Autre chose à laquelle on assiste au XXe siècle, c'est la réintroduction dans la prononciation seulement de quelques consonnes étymologiques qui n'étaient plus prononcées à une certaine époque. Par exemple, aujourd'hui, on dit encore dompter les mœurs. Alors ce P qui n'a jamais été prononcé dans la langue ancienne, pour ainsi dire, rentre encore dans la prononciation, ainsi que le S final de mœurs, mais aussi par exemple de ananas, qu'on prononçait autrefois ananas sans le S final. Dans certains cas, on peut donner aussi une explication à ce phénomène, dans le sens que certaines consonnes finales, probablement, sont prononcées pour éviter des ambiguïtés entre des mots homophoniques. Par exemple, meurt, euh, qui, euh, qui a une prononciation sans S aussi, par exemple, dans les conjugaisons verbales, etc., doit se distinguer du substantif mœurs qui adopte donc la prononciation avec S. C'est la même chose pour but, qui a tendance à être de plus en plus prononcé avec le T final pour se distinguer du participe passé bu. Port, qui a plusieurs autres significations, doit se distinguer de park, qui on a tendance à être prononcé avec le C final, ainsi que, par exemple, euh, la forme verbale soit dans certaines circonstances pour la distinguer d'autres usages. Donc on constate, on remarque que dans la plupart des cas, la réintroduction dans la prononciation de certaines consonnes finales obéit à cette loi d'éviter les homophonies ou d'éviter des ambiguïtés, de distinguer des formes homophoniques qui pourraient se confondre dans la langue parlée. La même chose, on la constate dans la prononciation différente adoptée pour certaines abréviations. Quand on dit à tout à l'heure, évidemment, tout, le mot tout en général est prononcé sans le T final, mais à cause de la liaison, on dit à tout à l'heure. Et on maintient la prononciation du T même dans l'abréviation à toutes. Cela pour distinguer, encore une fois, de la forme homophonique à tout qui a un autre sens. Même chose pour plus qui, dans les phrases normales, se prononce sans le S, mais quand on veut abréger l'expression, par exemple, à plus tard, on prononce le S final, à plus. Donc, on assiste toujours à cette tendance de prononcer les consonnes finales dans certains cas spécifiques pour éviter des confusions possibles. La chose la plus intéressante, sur laquelle je m'arrête un peu plus, c'est le verlan. Parce que, en fait, euh, le verlan nous montre certaines attitudes phonétiques qui témoignent de l'évolution contemporaine de la phonétique française.
qui n'arrête pas d'évoluer, qui n'arrête pas de changer. Et je vous en donne quelques exemples. Par exemple, toujours pour rester à la nasalisation, je vous avais déjà parlé de la confusion de plus en plus importante entre le A nasal et le E nasal. Et cela, on le voit aussi dans certaines formes du verlan. La forme verlan lui-même, qui est donc le principe du verlan, vous le connaissez bien, c'est l'inversion syllabique. Les syllabes d'un même mot sont inversées pour créer un code particulier. En fait, verlan est l'inversion syllabique de l'envers. Mais comme vous voyez, au début, par exemple, verlan s'écrivait avec un E. C'était un E nasal, nasal qui correspondait parfaitement à l'inversion des syllabes l'envers. La tendance aujourd'hui qui correspond à une réalité dans la prononciation, c'est qu'on écrit verlan avec un A. Cela nous indique que dans la prononciation, le E nasal et le A nasal sont désormais confondus. Un autre exemple très important, c'est le fait qu'on insiste de plus en plus aujourd'hui, surtout parmi les jeunes, etc., à la prononciation assez forte de la voyelle muette finale, c'est-à-dire du E final. Non seulement on prononce le E, mais en s'appuyant sur ce son, on lui donne une, comment dire, la prononciation euh, qui est typique de E, c'est-à-dire la prononciation de la diphtongue EU. C'est ce qu'on constate par exemple dans le cas de femme, femme qui avait un E final très faible et qu'on ne prononçait presque pas. Dans l'inversion typique du verlan, on obtient meuf. Or, comme vous constatez, ce E n'existe pas dans le forme femme, mais ça coïncide avec la prononciation de plus en plus marquée de la voyelle finale, pour laquelle on commence à dire femme. Et donc, ce E qu'on retrouve aussi dans les formes du verlan. D'ailleurs, on reviendra sur cette forme. L'autre tendance qu'on constate, c'est une tendance ancienne, on l'a vu déjà dès le début de la langue française, c'est la tendance à la syncope du E prétonique. Par exemple, dans la forme batterie, le E disparaît complètement et cela se voit parfaitement dans la forme correspondante du verlan qui est triba, dans laquelle, comme vous voyez, le E a disparu. Donc, on a une tendance à la simplification syllabique, à la diminution syllabique, et en particulier le E atone qui précède la voyelle tonique a tendance à être absorbé et à disparaître dans la prononciation. Finalement, et c'est la dernière remarque que je vous fais sur la question euh, des applications phonétiques du verlan, on constate l'emploi de la graphie K pour le C vélaire. Et de même, la tendance à ajouter, ça reprend ce que je vous ai dit à propos de femme, meuf, à ajouter un E final, mais avec la prononciation E à la fin des mots. Par exemple, encore une fois, si vous prenez le mot mec, qu'on devait terminer avec un C sec, on a tendance à le prononcer avec une voyelle finale qui n'existe pas. Donc à le prononcer mec, d'où la forme du verlan qui est comme. Toutes ces tendances nous montrent l'importance d'une certaine manière du verlan pour comprendre l'évolution phonétique qui est en train de se passer dans le français actuel, dans le français contemporain. Cela dit, on passe à la deuxième et dernière fiche phonétique pour aujourd'hui. C'est une fiche qui résume en quelque sorte le parcours des rectifications orthographiques de 1990. Je vous en fais la liste, mais comme vous savez, ces rectifications en réalité n'ont jamais été appliquées de manière systématique et leur emploi est encore aujourd'hui facultatif. Par exemple, on a remplacé quelques accents aigus par des accents graves, et cela pour se conformer à la prononciation des mots. Notamment, par exemple, événement, le deuxième est prononcé de manière ouverte, donc on a modifié l'accent que dans l'orthographe normale était un accent aigu, on l'a fait passer à un accent grave. Même chose pour réglementaire,
et je céderai certaines formes verbales qui ont changé l'accent pour se conformer à la prononciation des mots. Une autre modification importante est l'élimination de certains accents circonflexes sur le i et sur le u, mais avec toute une série d'exceptions que je ne peux pas évidemment nommer de manière complète. Donc, il y a par exemple certains cas de passé simple, euh, certains subjonctifs, certains cas d'homonymie pour lesquels donc on dit par exemple les mots coup, dîner, entraîner, on les écrit, on peut les écrire d'après les rectifications orthographiques sans l'accent circonflexe, ainsi que le verbe paraître par exemple. Mais dans le cas de du participe, dans le cas de croire, dans le cas de jeune, et tout cela pour éviter, encore une fois, euh, une confusion avec des formes homophones qui deviendraient, si on enlevait l'accent circonflexe, deviendraient aussi des homographes, c'est-à-dire des formes qu'on devrait écrire de la même manière. Donc, simplification pour ce qui concerne les accents circonflexes, mais en même temps, attention à éviter les confusions homophoniques et homographiques. Dans le cas de l'emploi du tréma, on assiste au déplacement du tréma sur le U pour souligner le fait que l'exception dans ces mots est justement la prononciation du U, que si on devait appliquer euh, la prononciation normale ne devrait pas se prononcer, mais par contre, dans certaines formes, est prononcée. Donc, des formes telles que ambigu, exiguïté, argué, donc des formes dans lesquelles on doit distinguer le U et le prononcer bien, on place le tréma non plus sur la voyelle qui suit, mais sur le U lui-même. D'autres innovations sont, par exemple, la régulation des pluriels des formes composées, des formes qui étaient ambiguës, justement, pour lesquelles on appliquait ou on n'appliquait pas le pluriel. Avec les rectifications orthographiques, on serait obligé d'appliquer le pluriel au deuxième mot, donc pas au mot précédent. Donc, pèse-lettre après-midi avec un S à la fin pour distinguer le pluriel du singulier. L'autre chose, c'est l'élimination de quelques anomalies graphiques, telles que, par exemple, asseoir, dans lequel le E n'était plus prononcé, on peut l'écrire maintenant sans le E. De même, oignon, dans lequel le I avait tout simplement une fonction diacritique pour indiquer le ñ palatal, on peut éliminer le I dans l'écriture de oignon dans la langue actuelle suite aux rectifications de 1990. Finalement, une autre forme, c'est l'accentuation à la française, pour ainsi dire, des mots improntés, c'est-à-dire de mots que dans les langues d'origine n'avaient pas d'accent, peuvent prendre l'accent qui correspond à la prononciation française. Donc, le mot italien impresario, par exemple, on peut l'écrire avec l'accent sur le « et ». Le mot anglais revolver aussi peut avoir l'accent aigu sur le premier et pour indiquer que c'est un et qu'on doit prononcer de manière forte. Donc, dans les deux cas, impresario et revolver. Dernière observation sur les rectifications orthographiques, c'est la soudure des mots à la place des tirets. Donc, un certain groupe de mots qui étaient unis par un tiret, maintenant peut être écrit sans le tiret et dans certains cas, comme le cas de contre-appel, avec l'élimination du E de contre, qui n'est pas prononcé évidemment. Donc, contre-appel, entre-temps, week-end, porte-monnaie et des formes de cette manière, on peut les écrire maintenant sans le tiret avec une soudure entre les mots. Alors, une observation générale sur la nature de ces rectifications orthographiques. Alors, il est clair que les opérations de réforme orthographique deviennent de plus en plus compliquées, au point que, comme vous voyez, cette réforme n'est même pas une réforme, on l'a déclassée au rang de rectification et son application n'a pas encore été fait l'objet d'une imposition, pour ainsi dire. Et cela pourquoi? Parce que toute innovation orthographique est désormais très compliquée à cause des habitudes.
et surtout par le fait que quand on euh, intervient de manière, comment dire, théorique sur l'orthographe, en plaçant des lois qui sont censées aller à l'encontre de la prononciation, mais qui posent ensuite toute une série de exceptions, anomalies, etc., cela, au lieu de simplifier l'orthographe, risque de la compliquer encore plus. Donc, je pense par exemple que pour les accents circonflexes, même si les intentions sont bonnes, par exemple, avec toute la série de exceptions qu'on doit poser, qu'on doit apprendre par cœur, cette règle a très peu de chances, à mon avis, d'être appliquée. D'autres, plus simples, comme par exemple la régulation des pluriels sur les formes composées, ainsi que l'accentuation des mots improntés, par exemple, ou la soudure à la place des tirets, ce sont des réformes qui, par contre, auront peut-être plus de facilité à, à s'appliquer de de manière définitive. Mais encore une fois, comme vous voyez, les réformes phonétiques sont très compliquées. C'est quelque chose qui traîne dans la langue française depuis la fin du Moyen Âge, comme vous avez vu, comme j'espère de vous avoir montré dans le cours. À partir du moment où, euh, au moyen français, on a commencé à introduire dans l'écriture, dans la graphie des lettres qu'on ne prononçait pas pour se rapprocher de l'étymologie latine, évidemment, on a pris une direction euh, sur laquelle il est difficile de revenir. La langue écrite et la langue parlée, pardon, s'est éloignée de plus en plus de la langue orale, de la langue écrite, excusez-moi, et une simplification de l'orthographe dans le sens de la langue parlée devient de plus en plus difficile à appliquer. C'est tout pour la phonétique. On passe maintenant au lexique. Voilà, j'essaierai d'être rapide aussi pour ce qui concerne la partie du lexique. Je veux vous montrer la manière dans laquelle on forme les mots, la plupart des nouveaux mots au XXe siècle. Et par exemple, on constate une augmentation assez importante des formes dérivées avec l'ajout d'un préfixe ou d'un suffixe. Donc la dérivation reste la, la méthode la plus courante, la plus normale pour la création de néologismes, de nouveaux mots, et cela se multiplie au courant du XXe siècle. On assiste par exemple à des cas de dérivation spéciale comme la dérivation déverbale. On prend un verbe et on en tire un substantif. C'est le cas de formes telles que un attaque ou la bouffe qui en réalité dérive de verbes. Donc à la base, les substantifs n'existaient pas, il existait les verbes et on a tiré des substantifs à partir de ces formes verbales. Je reviens rapidement aussi sur l'argot. Je vous avais déjà montré quelques formes de l'argot qui sont restées dans la langue parlée. Là, je vous en montre d'autres. Abasourdir, amadouer, cambrioleur, camelot, chantage, du, grivois, truc. Ce sont autant de formes qui ont leur origine dans l'argot, mais qui se sont conservées dans la langue standard. Et dans certains cas, le cas par exemple d'Abasourdir, amadouer, ils ont même une allure presque recherchée, c'est-à-dire qu'ils ont complètement perdu les souvenirs de leur origine algotique, et donc d'un langage euh, des, des- des- des niveaux assez bas de la société et sont désormais des mots presque recherchés dans la langue actuelle. Donc, comme vous voyez, on perd un peu. Euh, L'autre chose qu'on constate dans la langue du XXe siècle, évidemment, c'est la multiplication des anglicismes. On a aujourd'hui dans le lexique français un 6% du lexique qui est constitué par des formes anglaises. Mais la chose intéressante, c'est que à cette multiplication des anglicismes dans la langue française parlée, en principe, ne correspond pas une augmentation égale du point de vue de la langue écrite. C'est-à-dire qu'on essaie de maintenir dans la langue écrite certaines formes surveillées sans excéder
dans l'utilisation d'anglicismes. Et en fait, si dans la langue parlée, on a un 6% de formes de l'origine anglaise, dans la langue écrite, analysée, on constate que le pourcentage est beaucoup, beaucoup plus bas, donc c'est le 0,6%. L'influence de l'anglais a provoqué aussi le changement de sens, de signification de quelques mots. C'est par exemple le cas des mots initiés, supportés, réalisés, qui avaient d'autres significations à l'origine, qui étaient déjà des mots français qui avaient d'autres significations et qui, suite à l'influence de l'anglais, euh, ont changé, en tout cas dans certains cas, leur signification. En même temps, on assiste à la même modification à influence de l'anglaise sur certaines constructions. Par exemple, euh, jouer un instrument peut, en français correct, impliquerait l'emploi d'une préposition des, suite à l'influence de l'anglais, a perdu cette préposition. Donc aujourd'hui, on dit assez régulièrement jouer un instrument sur le modèle du verbe anglais play. D'autres anglicismes, et c'est le phénomène évidemment le plus important pour le XXe siècle, l'émission massive de plus en plus importante de formes d'origine anglaise. Dans certains cas, on a perdu la conscience que certaines formes qu'on utilise régulièrement en français sont en réalité des anglicismes. C'est le cas par exemple de formes telles que biodégradable, automation, euh, décoder, ergonomie. Ce sont des formes qu'on a dérivées de la langue anglaise, mais qui se sont très bien intégrées dans la langue française et dont on a souvent perdu hum, le souvenir de leur origine anglaise. On devrait parler, mais je vous ai déjà dit que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer beaucoup de temps, on devrait parler de la forme spécifique de langue française parlée en Suisse romande. Et dans ce cas, on constate au courant du XXe siècle la disparition de certaines formes typiques de la Suisse romande à faveur d'autres formes qui sont pratiquement, qui font partie du français standard, mais on en introduit de nouveaux. D'autres formes qui deviennent typiques du français de la Suisse romande, telles que par exemple le verbe déviser pour dire établir un devis, grader, monter en grade, gentiment, euh, dans le sens de lentement, ce sont autant de formes qui sont typiques de la langue française de Suisse romande. Mais je n'insiste pas sur cet aspect parce que vous le connaissez mieux que moi et donc c'est inutile à mon avis d'y perdre beaucoup de temps. Je quitte, comme je vous ai dit, on ne parle pas de syntaxe, on ne parle pas de position des mots, mais c'est tout de même intéressant de remarquer certains de ces phénomènes, notamment un phénomène typique du XXe siècle est l'absence de la langue orale et l'absence d'inversion dans les questions. On dit de plus en plus souvent tu viens quand, t'es où, c'est la phrase typique avec laquelle on commence une conversation téléphonique normalement ou alors l'emploi de plus en plus important de la forme est-ce que dans les questions, une forme qui était estimée comme pas très élégante dans la langue classique, mais qui désormais est de plus en plus utilisée. Et autre phénomène, c'est la tendance à éliminer la négation ne dans la langue parlée formes telles que le faux pas rire, je sais pas, qui non seulement élimine la négation ne, mais opère aussi une sorte de fusion phonétique entre le pronom personnel je et le verbe c'est, ce qui donne cette prononciation chez qui est typique de la langue orale. C'est tout pour la première fiche. Je passe à la deuxième qui ne concerne pas de manière stricte le XXe siècle, mais dans laquelle je reprends un discours que j'avais commencé dans la séance précédente sur l'évolution lexicale et en particulier les manières les plus typiques dans lesquelles cette évolution se produit dans le temps. On constate, par exemple, en français, que certaines formes archaïques sont conservées uniquement dans des expressions figées. Par exemple, l'expression pendre la crémaillère, mettre la charrue avant les bœufs, brûler la chandelle par les deux bouts, et puis l'expression rater le coche avec d'autres verbes possibles.
Évidemment, dans ces cas, notamment par la forme chandelle et la forme coche, ne sont plus utilisés dans leur sens propre dans la langue française moderne, mais restent présentes dans certaines expressions figées comme celles que je vous ai évoquées. Dans d'autres cas, certains mots ont été éliminés à cause de leur homophonie avec d'autres formes. Par exemple, le mot vis a été éliminé, visage, hein, donc, a été éliminé à cause de son homophonie avec vite, avec T final, qui indique l'organe sexuel masculin depuis le Moyen Âge. Donc cette homophonie pas très élégante a favorisé la disparition du mot vie qui a été remplacé par son dérivé qui est visage, justement. Mais en même temps, encore une fois, dans certaines expressions, on le conserve, notamment vis-à-vis. C'est une expression figée dans laquelle on maintient la forme archaïque de cette forme. Un autre phénomène assez constant, dont on a déjà parlé dans les premières séances, mais sur lequel je reviens parce que ça continue même dans les derniers siècles, c'est la tendance à éliminer les monosyllabes. Donc, l'évolution phonétique du latin au français a provoqué la diminution du matériel phonétique et la production de plus en plus de monosyllabes. Or, puisque le monosyllabe a très peu de poids dans la langue, on a tendance à le remplacer par d'autres formes. Voilà les exemples que je vous donne. Donc, la forme est qui a été remplacée par planche, quoi qui a été remplacé dans la plupart des cas par tranquille, là par fatigué, par usage, clin par clignement, mais encore une fois, dans certains cas, on, euh, on conserve cette forme archaïque dans des expressions. Par exemple, clin a été conservé dans l'expression clin d'œil, mais au-delà de cette expression, on ne le voit presque jamais. On a parlé la dernière fois des phénomènes d'étymologie populaire, qui sont des phénomènes qui nous aident à comprendre jusqu'à quel point l'analyse positiviste de l'évolution de la langue ne tient pas compte de tous les facteurs impliqués dans l'évolution linguistique et notamment des phénomènes psychologiques qui parfois sont plus forts que les lois d'évolution phonétique. Là, je vous en donne un autre cas, c'est l'expression jour ouvrable, qu'en réalité a été créée à partir du verbe ouvrer, c'est-à-dire la manière de dire travailler dans l'ancien français, et donc le jour ouvrable était le jour dans lequel on pouvait travailler, mais aujourd'hui, dans la conscience étymologique populaire, est plutôt liée à l'idée de être ouvert. C'est-à-dire le jour ouvrable, ce sont les jours dans lesquels tout est ouvert. Mais en réalité, l'étymologie n'est pas ouvert, est justement le verbe ouvrer dans le sens de travailler. Je finis la partie lexicale avec quelques exemples de ce qu'on appelle les réactions en chaîne, pour vous montrer que l'évolution continue, justement. Le verbe labourer, qui dans un français archaïque avait le sens de travailler aujourd'hui, est passé par contre au lexique spécifique de l'agriculture et dans son sens général a été remplacé par le mot travailler qui, lui, a une histoire très particulière, puisque je crois que je vous avais déjà montré, le mot latin tripalium indique un instrument de torture. Donc finalement, il y a là une conception très particulière du travail assimilé à la torture, même si le sens original de ce mot tripalium, qui était euh, associé à une idée de souffrance, à l'idée d'effort qu'on faisait lorsqu'on travaillait, est resté dans certaines expressions telles qu'une femme en travail. Un autre exemple est l'exemple du verbe moudre. L'évolution linguistique a créé une homophonie et une homographie complète entre deux verbes différents, c'est-à-dire le verbe qui dérivait de molere latin, qui signifie moudre encore aujourd'hui, et par contre la forme dérivée du verbe mulgere, qui a le sens d'aujourd'hui traire. Dans le deuxième sens, dans le sens de traire, donc le verbe moudre a été remplacé par un mot qui était traire, qui signifiait tirer, tout simplement, et qui dérive du latin tragere. Donc, la case euh, qui s'était libérée, puisque
le verbe traire avait pris le sens spécifique de traire, justement aujourd'hui, a été remplacé par un autre verbe, qui est le verbe tirer, qui vient probablement du latin tardif tirare, même si son étymologie est discutée encore aujourd'hui. Donc cela, c'est pour vous montrer que l'évolution lexicale est toujours en cours, c'est-à-dire il y a parfois des déplacements pour lesquels certains mots sont, changent de signification, mais à ce moment-là se crée un vide, une case se vide et doit être remplie par une autre forme qui est créée par un néologisme ou par l'application d'une autre forme qui avait un autre sens, et ainsi de suite. Cela crée de réactions en chaîne dans l'évolution lexicale. C'est tout aussi pour la partie lexicale. Il nous reste à voir la partie textuelle.